un live en mode cool douce. Je me la coule douce. Ouais, j'ai besoin, je vous assure franchement les mecs. Parce que je me la coule douce, mais je regarde quand même les infos. Et là, que je fais quand même mon tri et je fais quand même mes revues de presse et je poste quand même mes articles tous les jours comme d'habitude. Ça veut dire que je travaille quand même plusieurs heures, rien que sur l'info. En plus des patients. Donc je suis en mode cool douce, mais je bosse quand même. Et c'est difficile de se mettre vraiment au vert et de déconnecter quand on continue de rester connecté à l'information. C'est tellement abominable, tellement abominable. On reçoit des images tous les matins, tous les jours de Gaza, tous les jours de gamins déchiquetés en deux. Ça continue, quoi. Ça continue. Puis, ce qu'il y a de marrant, c'est que on a les soutiens de ce génocide abject qui sont en France et qui continuent de gueuler parce que tu comprends, il y aurait soi-disant des gens qui seraient pro-Palestine, c'est scandaleux, le Hamas, et ça continue, quoi. Ça continue. Alors que le terrorisme est d'un côté, c'est le côté qui tue des milliers de civils, c'est pas du côté de ceux qui essaient de s'en sortir. Et aujourd'hui, en fait, ils ont inversé les valeurs, ils ont inversé les rôles en France. Aujourd'hui, c'est ceux qui essayent de boycotter des gens qui sont pro-génocide, qui se font traiter de fachos, de tout ça. Alors qu'en réalité, c'est des gens qui soutiennent un génocide devraient être expulsés de France. À minima, s'ils étaient binationaux, bien sûr. Expulsés ou bien condamnés, ou en tout cas mis devant les tribunaux. Aujourd'hui, les associations du type jugés coupables, l'OJF, toutes ces associations pro-Israël devraient être dissoutes en France, devraient être interdites. C'est les associations qui soutiennent un génocide de gosses. On parle de 100 000 morts, là. On parle de 25 000 gosses, de 45 000 femmes et enfants estropiés, et on parle de 100 000 victimes. Là, c'est ça, on joue plus dans la cour des petits, là. Là, on parle de ça, là. Et ces gens continuent de soutenir cette horreur tout en menaçant ceux qui sont contre. Mais il faut que ça change, mes amis. Il faut que ça change, il faut que la peur change de camp. Les forces du mal, c'est celles qui tuent les gosses. Il ne faut pas se laisser intimider par ces gens. J'ai l'impression que vous avez peur. Vous avez peur de les dénoncer, vous avez peur de les accuser. Mais toutes ces associations-là devraient être dissoutes. Toutes les associations qui soutiennent un génocide d'enfants, et même ne serait-ce que même que des meurtres d'enfants, devraient être dissoutes. Toutes les associations aujourd'hui, il est possible que le live soit coupé d'une seconde à l'autre, je vous le dis clairement, avec le sujet que je traite là. Si jamais ça coupe, vous inquiétez pas, de toute façon, il y aura un live ce soir sur la spiritualité. J'ai envie de parler d'autre chose et j'ai envie d'élever un peu le débat. Parce que les affaires humaines me fatiguent, je vous cache pas. Mais regardez aujourd'hui, vous avez la France insoumise avec le RN, avec tout ça, qui vote des lois pour empêcher les violeurs de gosses de se retrouver à perpète. C'est-à-dire pour les libérer plus tôt, quoi. Je sais pas, vous allez vous réveiller quand? Ça vous va, ça? Que c'est ça que vous voulez comme parti politique pour vous diriger? Des gens comme ça? Des gens qui soutiennent d'un côté un génocide là-bas et de l'autre côté qui soutiennent des pédophiles ici? C'est ça que vous voulez? Mais moi, j'ai aucune raison de revenir dans un pays où les gens se contentent de ça. J'ai pas du tout envie. Bien sûr que le CRIF devrait être dissous, la LDJ, tout ça, ça devrait être dissous, l'OJF, ça devrait être dissous. Jugé coupable, vous savez qui c'est jugé coupable? C'est l'ancien Balance ton antisémite. BTA. Balance ton antisémite qui avait déjà voulu déposer des plaintes contre moi à l'époque. Ils ont fermé et ils ont créé jugé coupable. Vous savez qui c'est jugé coupable? C'est Jean-Claude Elfressi, donc un pro-Israël, et à côté de lui, un mec qui s'appelle Jean-Marc Ney, N-E-Y, qui est condamné à 20 ans de prison dans un pays africain pour avoir fait je ne sais quoi. 20 ans de tôle. Voilà ce que c'est jugé coupable. Et c'est ces gens-là qui m'ont dénoncé auprès de l'Observatoire juif de France et qui déposent plainte contre moi pour incitation à la haine. C'est extraordinaire. Mais, les mecs, mais je vous ris au nez. Vous croyez que c'est vous qui allez m'intimider? Vous, les génocidaires, vous allez oser déposer plainte contre moi pour incitation à la haine? Mais allez vous faire foutre.
Mais vous ne devriez pas être autorisé déjà à l'ouvrir, vous devriez être devant un tribunal. De quoi vous me parlez? Il y en a un de vos deux fondateurs, là, il devrait être en prison pour 20 ans en Afrique. Qu'est-ce que vous venez m'emmerder la vie, là? Moi, incitation à la haine, moi? Allez, 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 allez. Eh, quittez la France, quittez mon pays, barrez-vous, vous en avez un. Cassez-vous. Allez, tuez, allez, allez-y, allez. Allez, tuez qui vous voulez, allez-y. Il paraît que pour vous, c'est des animaux. Allez-y. Eh, moi, vous ne me la faites pas à l'envers. Moi. Vous allez croire que vous allez me pourrir la vie? Vous croyez que vous allez quoi? Vous allez mettre la pression, comme vous faites hein, à Hollywood. Tu sais, les acteurs hollywoodiens, ils ne peuvent plus tourner parce qu'ils ont dénoncé le génocide à Gaza. Donc il y a, par exemple, Suzanne Sarandon, Javier Bardem. Ils ont perdu des tas de contrats. Ils ont perdu des tas de contrats et des tas de rôles, donc des millions de dollars, parce qu'ils se font boycotter par les producteurs hollywoodiens, qui sont des producteurs israéliens, pour la plupart. Et donc, ils n'ont plus de travail, du coup. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent la pression sur les producteurs, sur les réalisateurs, pour ne plus engager les acteurs qui sont pro-Palestine. Vous voyez? Mais moi, je vous emmerde. Parce que moi, je n'ai pas d'employeur. Donc, vous allez faire pression sur qui? Comment vous allez faire? Comment vous allez faire? Non, mais j'habite pas en France. Donc, vous voulez déposer plainte contre moi. Très bien. Moi, j'irai pas en France. Hein, j'en ai rien à foutre de votre plainte. Hein. Même s'il y a un juge d'instruction suffisamment crétin pour accepter votre plainte contre moi pour incitation à la haine, alors que j'ai simplement dit qu'il fallait interdire le Talmud, j'ai encore le droit de penser ce que je veux. Hein, d'accord? J'ai des raisons d'avoir dit ça. D'accord? Maintenant, s'il y a vraiment un juge suffisamment crétin pour accepter votre plainte, moi, je ne vais pas me déplacer pour aller vous rencontrer en face. Vous m'écœurez. Donc, je parle pas avec des génocidaires, moi. Je ne parle pas avec des gens qui soutiennent des meurtres d'enfants tous les jours. Je ne parle pas avec vous. J'ai rien à vous dire. Je ne vous parlerai pas. J'irai même pas dire à monsieur le juge, vous comprenez, les gens d'en face qui ont déposé plainte contre moi, ce sont des gens qui soutiennent quand même des meurtres de milliers d'enfants. Si un juge est suffisamment con pour pas le voir, c'est quand même pas moi qui vais aller me déplacer pour lui expliquer la vie quand même. Tu vois? Alors je prendrai probablement un avocat qui ira plaider ma cause et on verra ce que votre système mafieux me collera sur la gueule, mais j'en ai rien à foutre. Il faut que vous compreniez que j'en ai rien à foutre. Rien. C'est-à-dire que ça m'empêchera pas de penser que vous êtes des salopards de criminels. Hein. Même si je suis condamné. Hein. Je m'en bats les couilles. Vous êtes des criminels, moi pas. Moi pas. Moi, j'ai jamais incité qui que ce soit à tuer qui que ce soit, on est d'accord. Moi, j'ai jamais incité à ce qu'on tue qui que ce soit. Vous, oui. Vous soutenez des gens qui tuent tous les jours des enfants. Vous êtes des criminels, pas moi. Donc votre histoire d'incitation à la haine, vous faites doucement marrer. S'il y a bien des gens qui ne sont absolument pas habilités à déposer des plaintes contre les autres pour incitation à la haine, c'est les soutiens d'Israël. Vous n'êtes absolument pas habilités, vous n'avez pas le droit. Vous êtes strictement interdit de déposer des plaintes pour incitation à la haine. Alors, en ce qui concerne le boycott de Barbara Bush, là. Barbara Bush, déjà, aux Jeux Olympiques de Paris, elle avait déjà ridiculisé la scène, hein, la scène chrétienne, hein, la scène catholique, en se faisant passer pour Jésus, alors qu'elle est elle-même une antithèse de ce qu'est Jésus. Elle a déjà ridiculisé pas mal de catholiques, et maintenant, François Hollande et ses amis de gauche sionistes s'offusquent parce qu'il y a des gens qui sont allés perturber sa représentation de DJ, là. Mais elle est un soutien du génocide israélien, du génocide palestinien. C'est un soutien, elle n'a rien à faire en France. Tout comme les gens qui soutiennent le génocide n'ont rien à faire en France. Vous devriez partir, quitter, cassez-vous. Vous n'avez rien à faire. En Occident, vous me dégoûtez, vous nous dégoûtez. Voilà, c'est tout. Et puis, il y a aussi un autre phénomène qui se passe, c'est que François Hollande a dit « c'est scandaleux, on ne boycotte pas un spectacle ». Ah ben je suis d'accord avec François Hollande, on ne boycotte pas un spectacle. Est-ce que vous pourriez, monsieur François Hollande, donner les ordres qu'on arrête de boycotter les spectacles de Dieudonné, s'il vous plaît, et de Blanche Gardin? Vous pourriez aussi savoir faire preuve de, voyez, de parcimonie et d'équité? Non, parce que là, on n'a pas le droit de perturber un Barbara Bush, qui est un soutien d'un génocide, mais on a le droit d'interdire un humoriste qui n'a jamais appelé à tuer qui que ce soit, ou une humoriste qui s'est trouvée du bon côté de l'histoire en dénonçant le génocide. Hein? Non, mais eux, il faut les interdire. Eux, ça va. Eux, c'est bon. C'est là que vous voyez que la France est totalement soumise. Elle est soumise au sionisme. Et que c'est terrible. C'est terrible. Moi, je trouve ça terrible. Parce que
Ça veut dire que la France, en fait, est le plan de repli des criminels sionistes. Ils sont tous là. Alors, ils ne sont pas tous là parce qu'il y en a qui sont planqués un peu en Allemagne, il y en a un peu planqués en Angleterre, puis il y en a planqués aux États-Unis, bien sûr. Mais sinon, ils sont là. Alors, moi, je m'adresse au peuple de France, là. Le peuple de France chrétien, ou athée, ou même musulman. Hein. Je m'adresse à vous. Vous allez les accepter combien de temps comme ça sur le sol? Et ça pourrait être passible d'incitation à la haine, parce qu'on essaierait de détourner ce que je viens de dire en pensant que je parle des Juifs. Je ne parle pas du tout des Juifs. On est d'accord. Les Juifs français ont tout à fait le droit d'exercer en France et dans n'importe quelle nation. Les Juifs ont le droit de vivre dans les nations. D'ailleurs, c'est leur rôle. Le rôle des Juifs est d'apporter leur savoir-faire dans toutes les nations. Donc, ce qu'on appelle, en fait, parmi les goïms. Les goïms, c'est les nations. Ils ont le devoir d'importer leur lumière et leur savoir-faire parmi les goïms. En fait, normalement, le peuple juif n'a pas le droit d'avoir une nation. C'est écrit dans leur propre eschatologie, hein, c'est pas moi qui l'invente. Ils n'ont pas le droit d'avoir une nation. C'est interdit dans le judaïsme. Donc en fait, si vous voulez, le sionisme, déjà, ça va pas, ça colle pas. Parce que pour qu'ils aient une nation, il faudra m'appeler en même temps. Et le Mashiach n'est pas là. Ben non. Lionel Mashiach n'a pas pu remporter la Coupe du Monde, et le Mashiach n'est pas là. Le Mashiach n'est pas venu, et à mon avis ne viendra jamais. Ça fait déjà 3000 ans qu'ils l'attendent, donc il va y avoir un petit problème, c'est que le Mashiach ne viendra pas. Donc pour le moment, ils n'ont pas le droit d'avoir une nation. Donc ils sont tenus de se propager parmi les goïms, parmi les nations. Excusez-moi, je vais voir ce que ma femme veut, je reviens. 2 minutes, d'accord ? Voilà, excusez-moi. Donc, ils n'ont pas le droit d'avoir de nation. Donc, ils sont tenus de propager leur savoir-faire, leur lumière, leur intelligence parmi les goïms. Bon. Mais pour moi, les Juifs ont tout à fait le droit de prospérer en France, ont tout à fait le droit de prospérer aux États-Unis, partout. Il n'y a pas de problème là-dessus, vous voyez, il n'y a pas du tout chez moi d'antisémitisme ou d'anti-judaïsme, c'est ridicule. Celui qui a entendu ça dans mon discours, c'est quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui déforme mes propos, et c'est quelqu'un qui souffre de paranoïa. Moi, j'ai jamais dit ça. Hein ? Je sais parfaitement faire la distinction entre un juif qui se sent français, par exemple, et qui n'a pas du tout envie d'aller vivre en Israël parce qu'il ne s'y sent pas du tout bien, parce qu'il ne cautionne pas le génocide et le comportement du Likoud. Moi, j'ai aucun problème avec ce genre de personnes. Aucun. Hein ? Voilà. Donc, c'est grotesque. D'essayer d'amalgamer ces gens d'Israël qui sont en train de commettre des crimes innommables et qui sont absolument ignobles, hein, je tiens à le dire, et je ne parle pas de leur ministre Ben-Gvir qui torture carrément les prisonniers, et parmi les prisonniers, il y a des chirurgiens, il y a des directeurs d'hôpitaux, il y a des docteurs qui sont torturés, là, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, et qui sont en train d'être mis à mort, qui sont passés à tabac tous les jours à coups de marteau. Ce que je vous dis là, c'est la vérité. Donc, et je passe les détails parce que TikTok, avec leurs algorithmes, vont me couper le live si je commence à vous dire des trucs un peu trop gore. Et je vous assure que je me censure. Voilà. Donc, si vous voulez, ça, c'est leur ministre. Et nous, on nous dit, en France, vous avez une extrême droite qui risque de passer au pouvoir. Mais vous rigolez ? Une extrême droite en France ? Mais il n'y a pas d'extrême droite en France. Où est-ce que vous avez vu ça ? De l'extrême droite en France ? L'extrême droite, c'est le parti du Likoud. Ça, c'est l'extrême droite. Pratique la torture, etc. Oui, ça, c'est l'extrême droite. Il n'y a pas d'extrême droite en France. Vous êtes fous, quoi. Quelle extrême droite ? Le RN, extrême droite. Le RN, c'est un parti de gauche, légèrement centriste, complètement collabo, qui est devenu Rothschildo compatible, payé par Elon Musk maintenant. Voilà. Ah, c'est sûr, il n'est pas payé par Soros. Ouais. C'est par les Rothschild et par Elon Musk. Mais il est complètement acheté, ce parti. Voilà. Alors, il paraît que la mère Le Pen, elle a dit que finalement, elle voulait sortir de l'Union européenne.
Elle est revenue sur sa parole de dire non, finalement, il ne faut pas le Frexit. Alors, à la base, moi, j'avais un petit peu soutenu parce que, évidemment, je soutiens le Frexit. Pour moi, c'est la priorité des priorités pour la France. Si vous ne votez pas Frexit, vous êtes fini. Hein. Et s'il n'y a pas de Frexit l'année prochaine, vous êtes fini. Hein. Je vous le dis. C'est même pas la peine de me dire ouais, mais non, il fera son mieux. Non. S'il n'y a pas de Frexit, il n'y a plus de France. Voilà, c'est même pas la peine de discuter. Vous verrez que s'il n'y a pas de Frexit l'année prochaine, la France disparaîtra. Voilà. Alors, j'entends dire que Marine Le Pen veut d'un coup ressortir de l'Union européenne. Ah, tiens. Ah, alors là, cette fois, ça devient intéressant. Et ça ne fait pas du RN un parti d'extrême droite pour autant. C'est pas du tout ça. Un parti d'extrême droite, mais vous rigolez. Le RN, ça pourrait être un parti faussement patriote, faussement de droite, légèrement de droite, pas mal de gauche, voilà, et surtout très complaisant avec le pouvoir et l'État profond. C'est vraiment, vous me faites rire avec l'extrême droite. Mais quand je vois tout le showbiz français de Marianne, comment s'appelle Marianne, celle qui chantait avant, puis qui a fait le jury dans la Nouvelle Star ou je sais plus quoi là, l'obèse là. Marianne, c'est ça? Marianne, je sais plus quoi. Qu'elle commence à dire que ouais, ça sent mauvais pour la France si jamais l'extrême droite passait au pouvoir. Mais elle est malade. Mais elle est malade. Il n'y a pas d'extrême droite en France. Il n'y en a pas. Marianne James, merci. Mais il n'y a pas... Marion ou Marianne? Marianne James, bon, on s'en fout. Mais elle n'est pas la seule. Kylian Mbappé qui dit si les Français votent RN, je me casse. Mais de quoi tu te mêles? Tu te prends pour qui? Essaye de mettre des buts quand il faut et puis ferme-la, quoi. Tu sais jouer à la baballe. Tais-toi. T'es pas politicien, t'es qui? T'es même pas géopoliticien, t'es rien, t'es pas journaliste, ferme ta gueule, Kylian. On t'a rien demandé, mais débute, tire dans une baballe et essaye de la mettre au fond d'un filet. C'est ça ton métier. Tais-toi. On s'en fout de ta gueule. On en a rien à foutre de ce que tu penses. On s'en fout de ce que tu penses. On s'en fout que tu veuilles que les Français votent à gauche. Ça n'est pas ton problème. Ni à toi, ni à Yannick Noah, ni à Omar Sy. Comme par hasard, à chaque fois, c'est toujours des gens d'une communauté étrangère. Ouais, parce que vous êtes français, mais vous êtes français qui vous sentez pas français. C'est ça le problème. Parce que quand tu te sens français, tu vas pas dire aux Français ce qu'ils doivent voter. Tu respectes leur choix. Moi, je vous le dis, voter RN, c'est une connerie. Je le dis. Mais j'irai pas dire aux Français, je vous préviens, si vous votez RN, je vous parle plus jamais. Mais pour qui je me prendrais de dire ça? Pour qui je me prendrais? Mais sans déconner, les gens font ce qu'ils veulent, c'est ça une démocratie. Il y a même des connards qui vont aller voter pour Mélenchon et la France Insoumise, alors que c'est des malades mentaux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Eh bien, votez. Allez-y, vous verrez. Ça fait 45 ans que vous votez à gauche. Vous avez vu le résultat? La France est morte. Voilà. Donc, il y en a encore qui vont aller voter à gauche. Il y en a qui n'ont toujours pas compris. Eh bien, laissez-les. Laissez-les. Moi, j'estime qu'il faudrait interdire la gauche. Il faudrait interdire les filles, il faudrait interdire... Pour moi, il faudrait interdire ces partis de gauche. C'est une hécatombe. C'est une hécatombe. D'ailleurs, c'est le seul point commun que j'ai avec Javier Milei, l'Argentin, qui dit que les gauchos sont des merdes et qu'il ne faut pas parler avec. C'est le seul point commun que j'ai avec lui. Hein. J'en ai pas d'autres. Mais s'il y a encore des gens qui trouvent leur intérêt à voter à gauche, mais allez-y. Mais allez-y. Mais j'irai pas leur dire... Si demain, je suis un personnage célèbre, je dirais simplement, pour moi, la gauche, ça, c'est ce qui a contribué à détruire la France. Je dirais ça comme ça. Mais je dirais pas, je vous préviens, si vous votez à gauche, moi je m'en vais. Mais tu te prends pour qui? Sérieux? Kylian? Oh! T'as débarqué en France, on t'a donné l'occasion d'apprendre à jouer à la baballe, et grâce à ça, t'es devenu millionnaire. Oh! Ouais, t'as fait gagner la Coupe du Monde à la France, t'étais pas tout seul, vous étiez 12 ou 11 sur le terrain, ça va les chevilles? Personne te l'a passé la baballe pour la mettre dans le filet, si? Il y avait une équipe avec toi, t'es pas tout seul, mec. Hein? C'est comme à l'époque, ouais, Zidane, il a mis 2 buts en finale, mais vous oubliez quand même qu'il y a Emmanuel Petit qui en a mis 1. Ah oui, il était blanc, blond, il nous intéresse pas. Ah bah oui, non, il y a que Zidane qui intéressait les gens. Mais Emmanuel Petit, ah bah non, il est blanc. C'est con. Qui est au courant qu'Emmanuel Petit a mis un but en finale de Coupe du Monde en 98? Qui s'en rappelle? Tout le monde s'en bat les couilles, tout le monde pense que c'est Zidane, point. Parce qu'il y a un racisme anti-blanc systémique en France, il est systémique. Aujourd'hui, tout le monde encense Kylian Mbappé, et puis il y a un joueur français, là, je ne sais plus comment il s'appelle, qui n'a pas pu jouer en équipe de France, qui a fini par se casser, qui a joué en équipe d'Espagne, et qui est devenu champion du monde il y a 3 jours. Comment il s'appelle? Vous le savez mieux que moi. Voilà.
Et ça veut dire que tu peux être blanc et parfaitement avoir le niveau pour devenir champion du monde. Comment il s'appelle? Laporte. Voilà, merci. J'ai pas les lunettes, mais j'arrive encore à lire. Laporte. Tout à fait. Voilà, et en fait, ce mec démontre que j'ai raison. Il démontre que tu peux être blanc, français, et être champion du monde et avoir le niveau pour gagner la Coupe du Monde. Il l'a démontré. Voilà. Et est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi il n'a pas joué en équipe de France? Pourquoi il n'a pas joué en équipe de France? Moi, je vais vous répondre pourquoi. Je vais vous le dire. Parce que l'équipe de France n'est pas l'équipe de France. L'équipe de France est l'équipe des communautés qui siègent en France. C'est-à-dire, il y a des communautés noires, africaines, il y a des communautés maghrébines, il y a des communautés musulmanes, et puis il doit y avoir quelques cathos. C'est tout. Et il n'y a pas d'unité nationale autour de cette équipe. C'est-à-dire, ils ne sont pas réunis autour des valeurs de la France, ils ne sont pas réunis autour du drapeau français, ils ne sont pas réunis autour de l'équipe nationale. Ils bossent pour leur communauté. C'est tout. Et voilà pourquoi ils n'ont pas gagné. Ils ne gagneront pas tant qu'ils seront communautaires ou communautaristes. Dans une équipe nationale, il n'y a que des joueurs qui travaillent pour la nation qui peuvent faire gagner une équipe. Et c'est ce que vous avez vu en Espagne, c'est ce que vous avez failli voir en Argentine, parce que même si c'est des putains de tricheurs, on ne peut pas leur enlever que les Argentins sont des sacrés nationalistes. Voilà. Et comme par hasard, ils sont finalistes. Bon, ils ont triché. Bon. Mais l'Égypte, qui aurait dû les battre, c'est une équipe ultranationaliste, l'Égypte. La Suisse, c'est nationaliste, qu'est-ce que vous croyez? La Norvège, nationaliste. C'était pas des communautés dans l'équipe de Norvège, non. Et en France, on a une équipe de France composée de communautés. Ça marche pas. Résultat des courses, au lieu d'avoir des bons joueurs comme Laporte, là, on le retrouve contre nous. Et il gagne. Et il est blanc. Merde. Mais il est français aussi, tiens, c'est con quand même. Bah ouais, hein? Et comment on se retrouve comme ça avec des joueurs qui finalement sont des perles, hein, pour l'équipe de France? Non, on préfère les donner aux étrangers parce que vous comprenez, nous en France, on veut plus de blancs en fait. Voilà. Et ça s'appelle du racisme. Ça s'appelle du racisme anti-blanc, ça s'appelle du racisme systémique. Et ça fait longtemps que ça dure. Et là, je suis en train de me fâcher avec des gens qui sont des amis, c'est pas des amis, hein, c'est des connaissances, des gens que j'aime bien, que j'apprécie bien, qui sont binationaux, franco-marocains ou franco-algériens, et qui commencent à me gonfler avec leur discours. Le blanc est celui qui crée tous les problèmes. Machin. Je peux plus supporter ces discours-là. Je peux plus. Aujourd'hui, le blanc se fait tuer dans les cités. Il se fait tuer dans les villages. Aujourd'hui, le blanc est ostracisé même dans les clubs de foot. Hein, la preuve, c'est qu'on les dégage même de l'équipe nationale de France. Aujourd'hui, le blanc se fait remplacer. Le blanc se fait squatter ses appartements et ses maisons et il ne peut plus rentrer chez lui. Le blanc se fait violer ses filles. Le blanc se fait violer ses femmes. Le blanc se fait tabasser ses gosses. Le blanc se fait tuer ses maris. Ça suffit. Vous n'avez plus le droit de critiquer la France blanche. Je vous l'interdis. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est mon peuple. Je vous l'interdis. Je vous l'interdis. J'interdis aux gens franco ou quelque chose, binationaux, je vous interdis de continuer à critiquer les Blancs. Je vous l'interdis. En tant que Français, je vous l'interdis. Si vous n'êtes pas content, vous avez une double nationalité, cassez-vous. Tirez-vous. Voilà. Et c'est pas la peine de me dire, toi t'habites au Maroc, comment tu te permets de parler ? Mais pourquoi est-ce que j'habite au Maroc ? Essayez de réfléchir. Il y en a qui vont dire, parce que t'es un esclavagiste. Regardez où je suis. Il n'y a pas de personnel, je suis tout seul. Esclavagiste de quoi ? Bon, vous voyez la pelouse ? C'est moi qui l'ai tondue ce matin, regarde. C'est moi qui l'ai tondue. Donc, bon, bref. Esclavagiste de quoi ? Si j'habite au Maroc, je vais vous expliquer pourquoi. Je l'ai déjà dit 100 fois, mais je vais le répéter. Le Maroc est un pays nationaliste. C'est un pays nationaliste. C'est un pays où le peuple marocain est fier d'être marocain, uni autour d'un roi, autour d'une culture, autour d'une langue, autour d'une histoire, autour d'un drapeau et autour d'un territoire avec des frontières. C'est un peuple nationaliste, un peuple patriote. Et il n'y a aucun problème dans un pays comme ça à partir du moment où tu le respectes comme tel. Moi, si je débarque en tant que Français wokiste LGBTiste et que je commence à dire comment ça se fait que dans les écoles, il n'y a pas de département pour les enfants LGBT ? Je me fais éjecter. C'est clair ? T'es dans un pays étranger, tu fermes ta gueule, t'apprécies
tu prends ce qu'on te donne, tu dis merci. Et si ça ne te va pas, tu t'en vas. Non, il n'y a qu'en France où il y a des tas de personnes qui peuvent débarquer de n'importe où et dire « Qu'est-ce que c'est que ce pays de racistes de blancs, là ? Va falloir qu'on tue du blanc, nous. » Et on les laisse tranquilles. Se balader dans les rues, avec des machettes. Quand est-ce que vous allez vous réveiller ? Quand est-ce que vous allez vous réveiller ? Cette justice qui relâche tous ces criminels-là, ces migrants, tous ces gens qui n'ont rien à faire là, cette justice, c'est une justice maçonnique. C'est fait exprès. S'ils les laissent sur le territoire français et s'ils les laissent dans les rues avec leurs machettes, c'est fait exprès. C'est fait pour qu'ils tuent du blanc. Vous comprenez ? Alors, si demain, Marine Le Pen ou autre, je me fous de Marine Le Pen, s'il y a quelqu'un qui arrive au pouvoir et qui dit à partir de maintenant, le premier binational ou le premier demandeur d'asile ou le premier migrant qui se permet de chier sur le trottoir, il est expulsé tout de suite. Eh bien, je voterai pour. Et ça n'est pas de l'extrême droite. C'est ce qui serait appliqué au Maroc. C'est ce qui serait appliqué en Algérie. C'est ce qui serait appliqué en Tunisie, en Turquie, etc., etc. Et ça n'est pas de l'extrême droite. C'est du bon sens. Et il y va quand même de la sécurité des citoyens. Un pays, c'est pas un fourre-tout. Un pays, ça n'est pas une poubelle géante. D'accord ? Ce n'est pas un espace où tous les psychopathes de la planète peuvent venir tuer qui ils veulent en toute liberté. Non. Un pays, c'est pas ça. Un pays, il faut des dirigeants dont le but et le rôle est de vous protéger. La première des choses. Et la police, c'est également son premier rôle. D'accord ? Alors la police, je pense qu'elle fait ce qu'elle peut, je pense qu'elle en peut plus. Elle n'en peut plus d'arrêter des récidivistes 10 fois, 4 fois par jour et de voir que le soir, ils sont déjà libérés par des juges de gauche. Toujours pareil, des juges de gauche qui vous disent « c'est pas grave, ouais, il a violé, mais dans son pays, c'est pas grave de violer, alors tu comprends, laissons-le dehors. » Criminels, des juges criminels. Il faut que la peur change de camp. Vous devez faire peur aux juges. Vous devez leur mettre la pression, leur dire « Maintenant, mon coco, c'est toi qui as libéré ce mec-là ? C'est toi qui as libéré les assassins de Louis, là ? C'est toi qui as libéré les assassins d'un tel, là ? C'est toi qui leur a dit de sortir au bout d'un an ? D'accord. Et les mecs, je suis désolé, mais c'est au peuple de mettre la pression sur ces gens. C'est au peuple. Faites-le. Faites-le. Il y a trop de racailles et de criminels en liberté en France. Vous savez à quel rang vous êtes mondial des pays les moins sécurisés du monde ? Vous savez ? Du plus sécurisé au moins sécurisé. Est-ce que vous savez à quel rang la France est ? Du plus sécurisé au moins sécurisé. Sur 200 nations, est-ce que vous savez quel rang on occupe en France ? 99e. C'est-à-dire on est entre le Togo et le Bénin. Ok ? Oh, on parle de la France. On parle d'un pays du G5. On parle d'un pays qui est soi-disant l'une des 5-6 puissances mondiales. On ne parle pas du Togo, on ne parle pas du Bénin. Quand est-ce que vous allez vous réveiller ? Quand est-ce que vous allez comprendre que c'est fait exprès ? Quand est-ce que vous allez vous réveiller et comprendre que ceux qui font exprès sont ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui sont à l'Assemblée nationale, au Sénat, à l'Élysée, à Matignon. C'est eux. Et puis ceux qui sont derrière, dans l'ombre, le cabinet McKinsey, George Soros, et son association, la fondation, je ne sais plus quoi. Voilà. Et puis bien sûr les Rothschild, qui orchestrent tout ça, de main de maître, avec le réseau pédophile d'Epstein, le réseau pédophile du Mossad, où tous les gens sont pris la main dans le slip, en photo, en vidéo, en train de se taper des gosses, en train de manger des bébés. C'est ça, là, ce qu'il y a derrière le rideau, ce que vous ne voyez pas. Vous me dites, mais Jim, ouais, tu t'en prends aux immigrés. Je ne m'en prends pas aux immigrés. Les immigrés, pour moi, c'est des victimes. Les immigrés, on les a fait venir par millions. On leur a pas dit pourquoi. On leur a dit, venez, vous aurez des allocations, vous aurez tout ce qu'il faut. Ils sont venus et ils ont eu 100 fois raison. Vous, si demain on vous dit, bah tiens, vous pouvez quitter la France et aller habiter aux Maldives, on vous aurait une baraque vue sur l'océan dans un lagon et vous toucherez 3 000 € par mois, vous direz non. Vous irez tout de suite. Tout de suite. Donc ils ont eu 100 fois raison de venir. Je ne m'en prends pas à eux. Ils sont eux-mêmes des victimes et ils sont eux-mêmes esclaves du mondialisme. Donc il n'y a rien à dire. Non, je ne m'en prends pas à eux. Je dénonce par contre leur comportement. Je le dénonce parce que je le trouve ignoble.
Venir dans un pays où tu sais que tu vas être bien accueilli pour te comporter comme ça avec les autochtones, c'est lamentable. Par contre, ce que vous ne savez pas, c'est que cette main invisible qui est derrière le rideau mange des enfants, torture des enfants, viole des enfants, boit leur sang, il les bouffe, il mange des bébés. Vous devez le savoir. C'est ça le pouvoir occulte qui est derrière la clique à Macron. Vous devez le savoir. C'est ça qu'il y a derrière le pouvoir Epstein, Rothschild et ce réseau du Mossad. C'est ça qu'il y a derrière. C'est les forces du mal, les forces de Satan. Vous devez l'entendre. C'est pour ça qu'ils font la guerre à la chrétienté. C'est pour ça qu'ils font la guerre aux églises et qu'ils détruisent les cathédrales. Vous devez l'entendre. Si vous ne l'entendez pas, vous ne pouvez pas savoir contre quoi vous luttez pour essayer de sauver la France. Là, la France, elle doit être sauvée d'un pouvoir occulte sombre qui a pris possession de nos rues, de nos villes, de nos villages. Vous comprenez ? C'est pas qu'une histoire de clique politique. C'est une histoire de clique politique qui est à la main d'une main sombre et satanique. Et c'est Satan qui a pris le contrôle de la France. De l'Angleterre, de l'Allemagne, de l'Union européenne, des États-Unis, du Canada, de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie. C'est-à-dire de tout l'Occident. Et du Vatican. Il faut que vous entendiez ce que je dis. C'est très important. Alors, il y en a qui ne vont pas y croire, il y en a qui vont dire il dit n'importe quoi. Alors écoutez, ceux qui disent que je dis n'importe quoi, vous n'avez pas le niveau pour comprendre. Vous n'avez simplement pas le niveau. Vous ne vous êtes jamais renseigné. Vous n'avez jamais vraiment étudié le sujet. Et donc, fatalement, vous rejetez ce que je viens de dire comme étant une aberration. Ça n'est pas une aberration. C'est le résultat de milliers d'heures de recherche. Et malheureusement, quand tu cherches, tu trouves. Et ce que tu trouves t'horrifie. Parce que ce que tu trouves, c'est qu'il y a des réseaux qui sont derrière les partis politiques, qui sont derrière les réseaux décisionnels. Derrière, il y a encore une main invisible. Et cette main invisible, elle organise des repas, elle organise des soirées. Elle fait venir tout le gratin, aussi bien le showbiz que les éditoriaux, les journalistes, etc., aussi bien que les hommes politiques et aussi bien que les chanteurs, les acteurs, etc. Et dans ces petites soirées, tu as des petites sauteries d'échangisme pour commencer. Ensuite, on te fait venir dans des petites soirées chemsex comme Pierre Palmade en a été victime. Et puis, petit à petit, on te fait descendre. On te fait descendre dans des soirées avec des gosses. On te fait descendre dans des soirées après torture. Dans des soirées sadomaso. Puis dans des soirées homo. Puis dans des soirées où finalement partouze. Et dans des soirées au final où tu te retrouves avec des gosses. Et là où tu commences à partouzer avec des gosses. Et où finalement c'est de pire en pire. Et je n'ai pas suffisamment d'imagination ignoble pour aller jusqu'au bout de mon explication. Parce que ce qu'ils font après, c'est tellement inhumain que je ne peux pas vous l'expliquer. Je ne peux pas. Je sais qu'ils mangent des enfants vivants et je sais qu'ils font du trafic d'organes et qu'ils leur prennent leurs organes avant qu'ils meurent parce que sinon ça n'a pas de valeur marchande. Je ne peux pas vous expliquer l'ignominie de ce que je suis en train de vous dire. Si demain vous aviez les vidéos de ce que je suis en train de dire et que vous voyez 2-3 personnes connues en train de torturer un bébé, de lui ouvrir le bide et de donner le foie, la rate et foutre ça dans une glacière, je sais pas, j'espère que vous finiriez par vous réveiller. Parce que c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Vous comprenez ? C'est ça qu'ils font. La clique qui est au pouvoir. Je ne vais pas donner de nom, mais c'est ce qu'ils font. Vous comprenez à quoi on a affaire ? C'est pas qu'une histoire d'immigration. C'est pas qu'une histoire de problème d'extrême droite, de RN. C'est bien plus grave que ça. La France est aujourd'hui entre les mains d'un pouvoir occulte extrêmement malfaisant. Il faut le dire, ce sont les forces du mal. C'est les familles de noblesse noire, c'est les familles qui ont prêté allégeance à Satan et à Baal. À Baal. Baal est une divinité qui demande des sacrifices d'enfants. Je rappelle que le compte en banque de Jeffrey Epstein s'appelle Baal. Vous devez l'entendre. Voilà. Et donc, aujourd'hui, le parti du Likoud, le Mossad, etc., sont des gens qui travaillent pour ces forces occultes. Vous devez le savoir. Et elles ont mis la main mise sur la France. Ils ont la main mise sur la France, mais c'est grave. Alors finalement, quels sont les derniers remparts à ces forces terribles, à ces forces démoniaques ? Les 2 derniers remparts, il y en a 2. Il y a la chrétienté, qui est le rempart absolu, qui les dérange vraiment. C'est pour ça qu'ils veulent détruire vraiment tous les symboles, les croix, les statues de Saint-Michel, les statues de la Vierge Marie. Vous avez vu qu'ils ont tout détruit, ils détruisent tout, même jusqu'en Corse. Ils veulent vraiment libérer la France de cette énergie-là.
ils veulent vraiment s'en débarrasser, parce que ça les gêne. L'énergie christique et l'énergie de la Vierge Marie est ce qui dérange le plus le pouvoir démoniaque. C'est ce qui dérange le plus. En deux, vous avez un deuxième rempart, qui est également messianique et qui reconnaît également Jésus. C'est l'islam. Attention, quand je dis l'islam, je ne dis pas l'islamisme. L'islam. Pas l'islam radical. Pas l'islam conquérant qui veut conquérir l'Europe, s'accaparer des territoires européens. Je ne parle pas de cet islam-là. Cet islam-là est également l'ennemi de l'Europe. Non, je parle de l'islam pratiqué, l'islam modéré, comme on dit, comme il est pratiqué au Maroc, par exemple, au Maghreb, même en Turquie. Ça, c'est un rempart également au démon. C'est aussi un rempart au démonisme. Parce que les pays musulmans interdisent le wokisme, interdisent le LGBTisme dans les écoles. C'est également un rempart. Et eux aussi, n'oubliez pas, que ces deux religions respectent les valeurs familiales, n'est-ce pas ? Glorifient l'épouse, la femme, les enfants. Alors que de l'autre côté, dans les valeurs maçonniques, au contraire, se servent des gosses de la séparation qu'ils arrivent à octroyer et à imposer dans les familles, à faire que les femmes soient seules, se débrouillent toutes seules avec des sextoys, n'aient plus de partenaire mâle, n'aient plus d'enfants, etc., etc. Et au final, mettre les gosses à l'ASE où ils sont prostitués, etc., etc. Ça, c'est les valeurs de l'Occident maçonnique. Voilà. Vous voyez un petit peu ? Donc, aujourd'hui, il y a deux refuges et il y a deux remparts à ce satanisme. C'est la chrétienté et c'est l'islam modéré. Voilà. C'est mon constat, pour vivre moi-même en terre musulmane, où en tant que chrétien, j'y vis très bien, j'ai absolument aucun problème. Et je m'y sens comme un poisson dans l'eau. Voilà, donc si vous êtes chrétien ou athée, entendez que les musulmans ne sont pas vos ennemis. Sauf ceux qui débarquent en disant on va prendre ton quartier, on est chez nous maintenant, on va virer les blancs, c'est nous, la France ou l'Angleterre va devenir musulmane. Ceux qui parlent comme ça, c'est pas, pour moi, c'est pas des musulmans. Hein. Je dis franchement, ceux qui parlent comme ça, c'est la honte. Hein. C'est pas des musulmans, c'est des gens qui tapinent pour une idéologie, mais c'est pas l'islam. Pour moi, ça n'est pas l'islam. Voilà. Moi, je vous parle pas de ceux-là. Je vous parle de ceux qui prient 5 fois, ou 4 fois, ou 3 fois, enfin, en tout cas qui prient, qui sont de vrais chrétiens de vrais musulmans dans leur comportement, qui ne sont pas agressifs, qui sont des gens de paix, de tolérance. Voilà ce que c'est l'islam. Ceux-là ne sont pas vos ennemis. Parlez avec eux, respectez-les, respectez leurs us et coutumes, respectez leur tenue vestimentaire, ça n'est pas votre problème. Ils ne sont pas dangereux pour vous. Et même au contraire, ils peuvent vous aider. Je pense que si vous arriviez à vous allier avec eux, ça ferait vraiment peur au système. Voilà. Si vous voulez vraiment faire peur au système, il faut vous allier, les chrétiens et les musulmans. Alliez-vous. Si vous ne vous alliez pas, ils vont vous faire vous affronter les uns et les autres. Ils sont presque arrivés. Hein. Voilà les deux remparts contre le diable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire planter des croix, mes amis. Mettez des croix chrétiennes, portez-en une. Protégez-vous, apprenez à prier, parce que c'est pas une blague. Les forces occultes ont pris le contrôle du territoire français. Elles sont actives, elles sont dangereuses, elles sont criminelles, et elles essayent de vous imposer un narratif qui veut vous faire accepter le génocide des Palestiniens. C'est abominable. Abominable. On a vraiment affaire aux forces du mal. Il n'y a vraiment pas d'autre mot. Donc, mettez des croix. Moi, même si j'étais musulman, je mettrais une croix. Pourquoi ? Parce que c'est le symbole de Jésus, de sa crucifixion. Il faut le prendre comme un symbole de protection, pas seulement une main de Fatima. Tu peux mettre une main de Fatima avec une croix, c'est pas un problème. Moi, je mettrais les deux. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, je peux porter une main de Fatima, je peux porter un croissant de lune, je peux porter ce que vous voulez. À partir du moment où ça fait fuir les forces du mal, je porte. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Il ne faut pas rester dogmatique et enfermé dans des dogmes. Restez ouvert, restez dans la fraternité entre les chrétiens et les musulmans, et même les juifs, de la Torah, qui sont contre le génocide en Palestine, sont également les bienvenus là-dedans. Hein. Voilà, venez là-dedans, et tous ceux qui luttent contre les forces du mal, de toute façon, doivent s'allier. Hein. Et surtout, vous devez comprendre qu'il y a des forces du mal. Vous devez l'entendre et le comprendre et l'intégrer.
Ça n'est pas juste une histoire d'idéologie politique, c'est une histoire d'idéologie spirituelle. On a une clique qui suit un idéal spirituel aujourd'hui qui est au pouvoir. Et cet idéal spirituel, il est néfaste, il est nauséabond, il est maléfique. Il sert les forces du mal. Attention, hein. Macron est clairement un antéchrist en puissance, hein, mais il n'est pas seul. Lui, il veut la guerre contre la Russie. Hein. Il va la déclencher, hein, vous devez l'entendre. Avant de quitter son poste, là, il fera comme Zelensky. Hein. Il va déclencher la guerre contre la Russie, parce que c'est un malade. C'est pas un malade, c'est quelqu'un qui sert les forces du mal. Il n'est pas malade. Il sait ce qu'il fait. Il est là pour détruire la France, la chrétienté en Europe, et il va le faire. Il va le faire avec l'aide de la Russie, qui va finir par s'énerver et qui va finir par vous déglinguer. C'est ce qu'il cherche. Il cherche à descendre l'Europe chrétienne. Et ils vont y arriver. Ah, mais ils vont y arriver. C'est écrit dans les eschatologies chrétiennes. Ils vont y arriver. Voilà. Parce qu'il y a trop de gens qui malheureusement ne m'écoutent pas. Tiens. Tu vois, là, on est je sais pas combien, j'arrive pas à lire le chiffre. On est, je vois pas, 800 peut-être. On devrait être 90 000 à écouter ce que je dis. On devrait même être 900 000 à écouter ce que je dis. Là, s'il y avait 900 000 personnes qui écoutent ce que je dis là, il y aura un éveil. Mais non, on est 800. Tu veux qu'il se passe quoi? Voilà, c'est à vous de relayer ce que je dis, c'est à vous de relayer mes vidéos, c'est à vous de relayer ce que... Parce que ce que je vous dis là, c'est pas de l'avant-gardisme, c'est pas du délire. Ce que je vous dis là, c'est l'avenir. C'est le présent et c'est l'avenir. Avec le spectre, enfin pas le spectre, mais le... Putain, je suis fatigué, je crois. Avec le prisme de quelqu'un qui a les yeux ouverts. Voilà. J'ai les yeux ouverts. Tu peux rien faire. Tu pourras jamais me couper mon contact avec mon âme parce qu'il est déjà fait. Aujourd'hui, les gens qui ont voulu vous imposer une vaccination meurtrière sont des gens qui l'ont fait dans l'espoir de couper tout contact entre votre moi inférieur et votre moi supérieur. C'est-à-dire entre votre personnalité et votre âme. Ils ont essayé de couper ce contact. Rudolf Steiner l'avait déjà prédit il y a un siècle. Il avait dit, dans l'avenir, ils feront des vaccins qui couperont le contact entre la personnalité et l'âme. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est pour ça que vous avez une clique qui est pro-vax et qui est complètement abrutie, et une clique qui a résisté et qui est éveillée. Et il y a une scission définitive entre ces deux mondes. Et ceux qui sont pro-vax sont complètement débiles, et ceux qui sont anti, aujourd'hui, sont totalement éveillés et se rendent compte que c'est une horreur. Ils ouvrent les yeux. On a essayé de nous tuer avec cette pandémie de merde, qui n'en était pas une. On a essayé de nous tuer. Ils ont essayé de nous buter, d'accord ? Donc, c'était déjà une tentative de réduction de la population à grande échelle. Hein. Voilà. Et donc, ceux qui ont déjà le contact avec l'âme qui est déjà établi, peuvent rien contre eux. Parce que le contact est déjà fait. Mais ceux qui n'ont pas encore le contact avec leur âme, effectivement, peut être altérés par des injections et des saloperies qu'on leur met dans le corps. Et je pense que les gens qui ont accepté la picouse sont des gens qui vont avoir énormément de mal à s'éveiller. Dans cette vie-là, hein, j'entends, hein, pas dans une future incarnation, c'est partie remise pour eux. Mais il y a aussi des gens dans le showbiz qui ont prêté allégeance et qui ont signé des contrats, n'est-ce pas ? Qu'on appelle, ils ont vendu leur âme au diable, ils ont signé des contrats, machin. C'est le cas de Rihanna, c'est le cas de Katy Perry, c'est le cas de Britney Spears, qui a préféré arrêter, même carrément. C'est le cas de Madonna, c'est le cas de beaucoup de gens. Même Maître Gims en a parlé, dans un de ses clips. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, le showbiz, l'industrie du disque et de la musique est totalement tenue par ces forces sataniques. L'industrie du film à Hollywood également. Et ce sont des officines de propagande pour les forces du mal. Hein. C'est pour ça que tu as des Mel Gibson qui essayent de faire un studio avec quelques acteurs comme Mark Wahlberg, ils sont quelques-uns. Je crois qu'il y a Harrison Ford d'ailleurs même, à vouloir faire un studio indépendant d'Hollywood pour pouvoir faire des films différents avec une propagande et un narratif différent. Ça ne sera pas un narratif, tu vois, anti-chrétien ou anti-musulman ou comme à Hollywood, hein, ou systématiquement pro-Israël. Hein, voilà. Donc aujourd'hui, il y a des choses qui essayent de se faire parallèlement aux forces du mal qui ont pris le contrôle d'Hollywood, qui ont pris le contrôle de l'industrie du disque, etc., et de la musique. Et vous devez comprendre qu'aujourd'hui, ils tiennent tout. Hein.
Musique, cinéma, alimentaire, pharmaceutique, les médias, les politiques, l'armée, la justice, la police, l'éducation, ils tiennent tout. Ils tiennent tout. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que les forces du mal tiennent tout. La première fois. On est confronté à un véritable problème. Parce qu'avec le pass numérique, le pass d'identité numérique qui arrive, ils vont nous marquer comme des bestiaux. Et après, je vous assure que vos libertés individuelles vont en prendre un sacré coup. Vous allez voir, le monde va changer pour vous. Tous ceux qui ont l'identité numérique ne seront plus jamais aussi libres qu'avant. Il y a une bataille qui se joue là, mes amis. Cette bataille, si vous la laissez la gagner tranquille, il ne faudra pas vous plaindre après derrière de ne plus avoir de liberté. Si vous les laissez faire tout ce qu'ils veulent, mais ce qu'ils veulent, c'est déjà que vous ne soyez plus là. Ils veulent réduire la population de 95%. Donc, laissez-les faire, ils vont y arriver. Ne vous inquiétez pas. Avec une prochaine guerre nucléaire qui arrive et une prochaine pandémie, c'est bon, ça y est. Ah, il y aura beaucoup moins de monde que ça. Vous allez voir que les voitures électriques ne vont pas servir à grand-chose. Ça n'aura pas servi à grand-chose d'acheter une bagnole électrique. Là, je vois les gens qui partent en vacances et qui font la queue sur l'autoroute pour recharger leur bagnole électrique. Je suis mort de rire. Comment est-ce que tu as pu être débile au point de croire qu'une bagnole électrique, c'était fiable? Tu vois, ça fait partie des choses que je ne comprendrai jamais. Comment tu peux être aussi ridiculement stupide? Tu t'imagines qu'une bagnole qui a 450 km d'autonomie, tu vas pouvoir aller te balader en Espagne, partir en Espagne depuis Paris? Ouais, tu vas la recharger 3 fois, ta bagnole, et tu vas mettre 2 jours et demi pour débarquer à Barcelone. Alors qu'avec un diesel, tu fais un plein, t'en fais un deuxième à Narbonne, et puis t'es arrivé. Mais évidemment que j'ai tout compris, tu me prends pour un imbécile ou quoi? Donc alors, les gens qui font le plein, qui achètent une voiture électrique, c'est là que tu vois qu'il y a des gens qui sont prêts à se couper une couille si le gouvernement leur dit. Si demain Macron dit, bon alors nous avons décidé que tous les mâles blancs de plus de 20 ans doivent se couper un testicule, eh bien vous allez le faire. Vous allez le faire. Et ça me fait peur. Ça me fait peur, cette obéissance crasse. Cette obéissance... Non, vous comprenez, c'est vachement mieux d'acheter des véhicules électriques, ça ne pollue pas. Ça ne pollue pas, non, bien sûr. T'as les bagnoles qui prennent feu, les batteries, on ne sait pas quoi en faire, mais ça ne pollue pas. Et puis surtout, l'électricité est une denrée rare. Oui, c'est pour ça qu'il faut passer à la bagnole électrique. C'est parce que l'électricité est une denrée rare qui va devenir beaucoup plus chère. Et donc, acheter des véhicules électriques, c'est beaucoup plus économique. Oui, bien sûr. Pendant ce temps-là, on te facture ton électricité x3. Mais tu t'achètes quand même une bagnole électrique. Et qu'est-ce que t'as là? Il y a quoi dedans? Il y a quoi? Du Gervita? Il y a quoi à l'intérieur du cerveau? Il y a quoi? Vous avez quoi dans la tronche pour avoir acheté une bagnole électrique? Vous avez quoi là-dedans? Vous allez me dire quoi? Ouais mais non Jim, c'est vachement mieux, tu comprends, ça fait pas de bruit. Moi j'ai une Dacia là, fait pas de bruit, j'entends rien. J'entends pas le moteur, j'entends que dalle quand je roule avec. C'est pas une bagnole électrique, on me l'a prêté là. Bon c'est de la merde, honnêtement au niveau moteur, dangereux. Parce que tu veux doubler, il n'y a pas de reprise. Tu te retrouves nez à nez avec la bagnole d'en face parce que t'as pas la reprise pour doubler la voiture. C'est super dangereux. Une voiture ça doit avoir un moteur qui a quand même... Bon bref. Mais... acheter une bagnole électrique, c'est vraiment... Bah tiens, c'est comme passer au rasoir électrique. Qui c'est qui se rase avec un rasoir électrique? Moi, je me suis rasé 2 fois avec un rasoir électrique, je me suis arraché la gueule, ça rase comme de la merde, et je n'en ai plus jamais réessayé de ma vie. Je me rase avec un rasoir normal, d'ailleurs là, je ne me suis pas rasé, mais j'attends que ça pousse un peu, dès que ça pousse, hop, t'as la peau de bébé derrière, avec un rasoir électrique. T'en as pour 8 jours, tu t'arraches la peau, c'est une horreur. Mais pourquoi est-ce que tu te rases avec un rasoir électrique? C'est comme les gens qui coupent le roast beef avec, tu sais, avec le couteau électrique pour couper les tranches de roast beef. Mais ça, c'est des gadgets des années 70. Ça sert à rien. Coupe ta viande avec un beau couteau bien aiguisé si tu vas la couper 4 fois mieux. Qu'est-ce que tu nous casses les couilles avec ton couteau électrique? Sans déconner, ton rasoir électrique et ta bagnole électrique. Et ta connerie, elle est électrique aussi? Quand est-ce que vous allez revenir à des vraies valeurs, là? Regarde, il y a des arbres à tailler, là, par exemple. Tu crois que je vais tailler avec une tailleuse électrique? Non, je vais y aller au sécateur. Il faut lui prendre le sécateur, je vais faire tic, 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 tic. Ah, mais comment il a fait? Il a coupé les branches en trop avec un sécateur qui n'est pas électrique. Bah oui.
Ah oui, du con. Qu'est-ce que ça me fatigue, putain. Tiens, je vais vous montrer où je suis. Ça vous va? Ah oui. Allez. Donc alors, je vais avancer un petit peu. On ne voit pas parce qu'il y a de la brume de chaleur. Mais en fait, en face de moi, c'est l'Atlas, là-bas, au fond. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Hein. Là-bas, c'est l'Atlas. Alors, évidemment, j'ai des kilomètres de désert devant moi et il n'y aura jamais de vis-à-vis parce que les propriétaires de la maison où je suis ont acheté les terrains de devant. Ce qui fait que jamais personne ne construira devant. Donc, c'est une propriété qui, finalement, on aura toujours la vue sur l'Atlas. Donc, l'hiver, on voit la montagne avec la neige. Bon, là, évidemment, il n'y a pas de neige. Ensuite, de ce côté, vous avez une belle petite piscine à débordement, hein, avec la vue sur ce qu'on appelle le désert d'Agafay. Alors tous les soirs, le soleil va se coucher sur le désert. Je vais essayer de pas me casser la gueule parce que si jamais je tombe dans l'eau. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Je vais essayer d'agrandir. Mais c'est le désert d'Agafay. Voilà. Et puis derrière moi, mince. Attendez, comment je fais pour récupérer? J'ai plus ma vidéo. Je sais pas comment j'ai fait. Oui, je suis au Maroc, je suis à Marrakech. Enfin, je suis un petit peu à l'extérieur de Marrakech. Il fait 36 degrés aujourd'hui. C'est bon. Demain, il va faire 41 pendant 3 jours. Donc ça va. C'est vraiment pas trop chaud. Et après, on redescend à 33. C'est que c'est génial. Là, on a une température qui est géniale. Géniale. Vraiment géniale. Donc pour l'instant, je bouge pas. Moi, je suis bien là. Voilà. Je vais aller me baigner juste à la fin de ce live. Et je sais pas comment j'ai fait, mais je suis tombé. J'ai mis le chat en gros et j'ai plus du tout ma tête. J'ai plus mon écran. Donc je sais pas comment j'ai fait. Alors, comment est-ce qu'on fait pour récupérer l'écran? Balaye vers la gauche pour fermer. Ah, voilà. Il n'y a pas de serpent? Non. Il n'y a pas de serpent. C'est une propriété privée, elle est fermée, elle est barricadée. Il n'y a pas de serpent au Maroc. Très très peu. Non, qu'est-ce qu'il y a comme bestiole? Il y a quoi? Il y a un peu de moustiques. Voilà. Avant, j'étais chez moi dans mon appart, mais là, je suis dans une maison qu'on m'a prêtée. Je suis bien. De la chance. Des amis qui sont mariés à des Philippines, qui sont partis aux Philippines, ils y sont là. Et ils m'ont dit pendant 3 mois on n'est pas là, si tu veux tu peux aller dans la baraque. Merci. Voilà, en plus on entretient un peu la maison, voilà. Ils ont quelqu'un dedans, ils préfèrent. Nous on est bien. Non, il n'y a pas de scorpion non plus. J'en ai pas vu un seul depuis que je suis là. Pas vu un scorpion. Non, il y a vraiment... Non, il y a une araignée qui a essayé de rentrer, ma femme lui a éclaté la gueule immédiatement, j'ai dit mais non, faut pas les tuer. Alors moi j'ai peur des araignées, j'aime pas. Mais elle m'a dit je vais pas lui laisser le temps de faire une toile. Elle l'a écrasée, elle était quand même comme ça. C'est pas, voilà. Moi j'aime pas ça. Bon, voilà, c'est tout. Sinon non. Ah mais je suis bien là moi. Moi j'ai pas du tout envie de revenir. Ceux qui me... Ouais Jim, tu devrais revenir en France. Mais j'en ai rien à foutre. Quoi ma retraite? Mais ma retraite, j'ai cotisé 16 ans en tant qu'intermittent du spectacle, c'est tout. Voilà. Je suis parti il y a 20 ans. Tu crois que je vais cotiser à l'âge de 60 ans? Mais j'en ai plus rien à foutre. Mais j'en ai plus rien à foutre de ma retraite. Je vais avoir quoi? 500 €? 600 €? Eh ben je prends. Voilà. Oh, il n'y a pas de squattage au Maroc. Essaye, tu viens au Maroc, tu rentres chez quelqu'un, tu changes la serrure. Essaye. Allez, et tu m'appelles, hein, je vais venir filmer par contre. Hein. Ah non, mais venez, faites-le. Que je rigole. Je suis thérapeute, moi. Il y en a qui savent toujours pas que je suis thérapeute. Eh ben, c'est bien. Je suis thérapeute, Nanouchka. T'es sourde peut-être, non? Donc, voilà. Alors, pour mettre une taxe pour les voitures électriques, pour les recharger. Mais je sais, les Anglais, ça y est, ils vont mettre une taxe pour les gens qui ont des voitures électriques. Ils vont être taxés au kilomètre. Mais vous vous êtes fait niquer, mais comme des bleus, comme des enfants. Non, il n'y a pas de squat au Maroc, arrêtez de rêver, ça n'existe pas. Il n'y a qu'en France que vous voyez ça. En Europe, vous voyez pas ça en dehors. Je suis pas en vacances au Maroc, j'habite là. Bon, écoutez les mecs, moi je vais me mettre dans l'eau, j'ai chaud là. Je peux plus là. Je vais me foutre dans la flotte, déjà je vais y mettre les pieds déjà. Voilà, je vais m'asseoir au bord, et puis je vais finir ce live les pieds dans l'eau. Voilà, ça vous va? Ouais. Même si ça vous va pas, je le fais. Voilà. Ah!
Ça fait du bien parce qu'elle est qu'à 29. C'est 29, c'est léger quand même. Hein, là, regarde, je te montre. La 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 la. Ce matin, un lapin a niqué ta sœur. C'était un lapin qui avait de glaouis. Excusez-moi, je pars en envolée lyrique. Ah, bon. Non mais je vais y aller parce que là, franchement, elle est bonne. Là, franchement, là. Normalement, j'ai un peu du mal à rentrer, mais là. Mais là, déjà, si j'arrive à mettre mes lunettes, c'est bien. Avec une main. Oh, putain, c'est pas vrai. Mais là, les gars, là, je vais y aller, là. J'y vais, là. J'y vais. Alors, commencez pas à me poser des questions sur les camarades, hein, Bertrand Scholler, etc. C'est des gens bien, tout ça. C'est des gens qui essaient de vous aider. Hein. C'est des gens, vous savez, tous les gens qui vous donnent des informations, c'est des gens qui prennent des risques pour essayer de vous éveiller, vous renseigner. Donc, c'est des gens qu'il faut remercier. Hein. Que ce soit Bertrand Scholler ou d'autres, il faut les remercier. À partir du moment où ils ne mentent pas délibérément. Il y a des gens comme Panamza, par exemple, qui mentent délibérément pour essayer de nuire aux autres. Ces gens-là, il faut les éviter. Moi, je ne vous parle pas en mal de qui que ce soit. Je vous parle de ce qu'il faut faire pour essayer d'éviter que le pouvoir satanique vous bouffe, en fait. Tréfingui, par exemple, est quelqu'un d'extrêmement néfaste. C'est un criminel, Tréfingui. Vous le savez ou pas? Tréfingui est un criminel. Mythomane, mais criminel. Lui, c'est quelqu'un de dangereux. C'est quelqu'un qui devrait être interdit de réseau, par exemple. Il n'a pas le droit, il ne doit pas avoir le droit, lui, de parler. C'est un menteur diffamateur, calomnieur, qui a fait assassiner son père. Donc il a pris 4 ans de prison pour ça. Ah oui, mais il faut vous renseigner. Hein. Vous me parlez de Pascal Tréfingui, sachez que Pascal Tréfingui a une émission sur France 2 à sa tête, qui s'appelle Faites entrer l'accusé. Vous allez trouver sur YouTube. Hein. Vous allez sur YouTube, vous tapez Faites entrer l'accusé Pascal Tréfingui, alias Pascal Colbert. Et il y a une émission de 52 minutes sur sa gueule, sur l'assassinat de son père, qui était son amant, il se le tapait, c'était son père adoptif. Oui, le colonel de Tréfingui de mes couilles, il n'a jamais été colonel. Hein. Non, au début il était juif, maintenant il est colonel, entre les deux il a été chaman, il a été enlevé par des extraterrestres, et il était bouddhiste, et maintenant il se fait passer pour un grand chrétien. En fait, on a affaire à un malade mental qui ne devrait pas être en liberté. Oui, le colonel de Tréfingui. Vous me posez des questions, je vous réponds. Ce mec, c'est la seule personne que j'ai mis au tribunal pour diffamation après avoir traité ma femme de pute. Voilà. Parce qu'il a dit, quand une femme de 17 ans de moins que son mec l'épouse, ça s'appelle pas une femme, ça s'appelle une pute, il a dit. Donc il a traité ma femme de pute et il a dit que je l'avais achetée sur des marchés philippins quand elle avait 13 ans. Il faut voir que ma femme a 41 ans, bientôt 42. Hein. Voilà, je vous le dis quand même. Donc ce mec est une saloperie vivante. Et si je le croise, je lui étale sa gueule. Je suis obligé de vous le dire. Là, par exemple, pour avoir dit ça, je pense que TikTok va couper le live dans quelques secondes. Bien sûr que c'est grave. Mais si jamais vous le croisez, n'hésitez pas à lui en mettre une de ma part. Hein. N'hésitez pas, hein. Je vous remercierai jamais assez. Voilà. J'ai mis 5 000 € dans une procédure à diffamation contre lui qui a servi à rien parce qu'il est planqué au Brésil. Voilà. Il peut rien faire. Non, il bosse pour personne. C'est un crétin, c'est un imbécile. C'est un âne batté, c'est un mec qui est malade. C'est un monsieur qui est simplement malsain, qui est méchant, qui est mauvais. Qui est obligé de se taper son père adoptif. Tiens, voilà. Ça y est, tu vois, ça y est, c'est parti. Je reçois des avertissements de TikTok. Je vous l'avais dit. Hein. C'est quelqu'un qui est obligé de se taper son père adoptif. Donc c'est quelqu'un qui va pas bien déjà. Mais écoutez, renseignez-vous. Vous allez sur YouTube, vous tapez Pascal Tréfingui, faites entrer l'accusé, puis vous aurez toutes les infos. C'est pas la peine de me demander à moi. Moi, j'ai rien à dire. Okay. Il faut pas écouter ces gens-là. Il faut les boycotter. Il faut les dénoncer, il faut les signaler, mais il faut certainement pas les écouter. C'est des gens malsains, c'est des gens mauvais. Hein. Attention. Hein. C'est des gens. Il y a pas que lui. Hein. Il y a Christophe Crossouplan aussi. Après, il y a des mecs qui sont insignifiants. Je préfère pas donner leur nom. Je vais faire de la pub. Faites attention. Je sais qu'ils parlent de moi. Parce que je le défonce. Hein. Je dis la vérité. Donc. Vous savez, les gens qui se sont attaqués à moi sont tous tombés. Hein. Il n'y en a pas un qui est resté. Hein. Pas un.
Tous ceux qui ont voulu se friter à moi sont tous aujourd'hui tombés. Tous. Toutes les chaînes ont été fermées. Ils ont tous disparu. Tous. Il n'y en a pas un qui a tenu contre moi sur la longueur. Pas un. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que moi qui dis la vérité. Et que la vérité qui triomphe dans la durée. Voilà. Bah non, si vous parlez de Salim Lahibi, moi j'ai rien contre lui. Hein. Je lui ai tendu la main 70 fois. Donc il veut pas parler avec moi parce que je sais pas pourquoi. Je comprends pas parce qu'on dit la même chose sur beaucoup de sujets et chaque fois je lui tends la main, je lui dis allez, on arrête avec les griefs maintenant. Ben non. Non, il veut pas, Salim Lahibi, il veut pas parler avec moi. Bon, je sais pas pourquoi. Alors que moi je suis quelqu'un de gentil, vous savez. Hein. On a eu des différends à un moment donné. Pour moi, je suis passé à autre chose. J'ai pardonné, ça y est, c'est fini. Mais lui, non, il n'arrive pas à pardonner. Bah, c'est pour ça qu'il n'est pas chrétien. Il n'arrive pas à pardonner. Karim El Abdelkader est toujours planqué, oui. Et je vais faire une vidéo sur lui bientôt avec une équipe de plaignants. Hein, donc on est en train de préparer ça. C'est quelqu'un qui est planqué. Sa fille est également retenue au Maroc. Elle a son passeport confisqué par les autorités marocaines. Elle n'a pas le droit de sortir du territoire. Et j'ai pas entendu parler pour le moment de pourparler de monnayage pour qu'elle récupère son passeport. Il risque 20 ans de prison au Maroc, Karim El Abdelkader. Voilà. C'est celui qui a créé le Zincoin et qui m'a embringué dans son escroquerie. Karim El Abdelkader, c'est le Zincoin. Tous ceux qui m'accusent d'avoir escroqué les gens avec le Zincoin, en réalité, c'est Karim El Abdelkader qui a escroqué les gens, y compris moi. Voilà. Ah non, mais attention. Vous savez, il y a un truc que j'ai compris il y a que peu de temps. Il y a peut-être un an il y a peut-être 2-3 ans. Je ne l'avais pas compris avant. C'est qu'en fait, j'ai une grosse communauté qui me suit et j'en étais pas conscient. Et en fait, les escrocs, pour eux, je suis une proie idéale parce que je suis quelqu'un de gentil, je suis quelqu'un d'assez naïf en business. Et ils se disent, tiens, on va promettre à Jim et à sa communauté monts et merveilles, on va les faire rentrer dans nos projets. Comme ça, sa communauté va mettre de l'argent sur nos projets. Et puis, on va niquer la gueule à Jim le Veilleur et à sa communauté. Et c'est ce qui est arrivé 3-4 fois. Voilà pourquoi, aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que moi, j'ai volé les gens. Simplement, non. On a simplement abusé de ma naïveté et de ma gentillesse. C'est tout. Donc, le mec du Zincoin m'a escroqué. Le mec de Karma TV m'a escroqué. Le mec de Awakers m'a escroqué. Et après, il y a eu 2-3 investissements, pareil, où on m'a fait miroiter des trucs qui étaient en fait des trucs foireux. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus jamais parler des business des autres, plus jamais. Je ne parle que du mien, je ne parle que de mon projet. Moi, je suis en train de monter une maison d'hôtes au Maroc, voilà. On est 5 investisseurs plus moi. Pour l'instant, on est en compromis d'achat du terrain. Donc on va être en validation de projet et en validation de demande de VNA, c'est-à-dire d'autorisation de construire. Et à partir du moment où on aura ça, je commencerai la construction de ma maison d'hôte. Et vous verrez les plans et vous verrez les constructions avancer. Voilà. Et c'est mon projet. Et c'est le projet de personne d'autre. Et c'est à Marrakech. Voilà. Toi, tu me traites de casard, toi ? Tu sais quoi ? Toi, tu vas dégager d'ici. Tu vois ? Tu as de la chance que j'ai qu'une seule main, parce que sinon je t'aurais signalé. Pour propos racistes. Déjà, pour commencer. Et deuxièmement, parce que tu m'insultes. Donc, t'es viré d'ici. D'accord ? J'ai le budget pour la maison d'hôte. J'ai un budget pour l'instant, mais on va certainement dépasser le budget. Hein. Donc on va certainement avoir besoin soit d'autres investisseurs pour finaliser le budget, soit que les investisseurs actuels mettent un peu plus. Voilà. Certainement, parce que maintenant, ça a multiplié par 2 le coût de la construction au Maroc. Hein. C'est plus comme avant. Hein. Voilà mes amis, je suis à Marrakech pour ceux qui ne savent pas, et je suis à Marrakech, je suis dans l'eau, je suis en train de nager, regarde. Je suis dans l'eau, et je vais m'y mettre, même avec le t-shirt. Oh putain, ah ouais, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant ? Je suis con quoi. Attends, tu peux m'expliquer pourquoi je ne l'ai pas fait avant ? Hein ? Est-ce que quelqu'un peut me dire ? Finalement, je suis vachement mieux là. Oh mais on est bien là, on est bien Tintin. Ah, on est bien. Ah. Ce matin, un lapin a niqué ta sœur. C'était un lapin qui n'avait plus de glaoui. Je sais pas pourquoi je chante ça quand je suis dans l'eau, je sais pas, ça n'a aucun rapport. Alors je vais me mettre d'eau au désert, n'est-ce pas ? Voilà où je suis les gars. Et je suis tout seul au monde. Là, il n'y a personne qui m'emmerde. Ah.
Voilà, là s'ils veulent m'envoyer une bombe à fragmentation, je suis tout seul, ils peuvent m'avoir. Il n'y a pas de problème. Ah, voilà. Ich bin comfortable, ja, mein Liebe. C'est où ça? Ah, tu ne sauras pas. Bien sûr, tu crois que je vais t'envoyer ma position GPS ou quoi? Ah non, je suis très bien là. On est bien. Les mecs, je vous assure qu'on est bien. Tu vois, il y en a qui me disent « Ouais, Jim, t'as quitté la France, t'as fait une sacrée connerie. » Ah ouais. Ah, j'ai fait une sacrée connerie. Putain, j'aurais dû rester dans mon HLM à Saint-Raphaël. Non? Tu crois? Ah, j'aurais dû rester à Saint-Ouen, là où je suis né. Ah, j'aurais dû rester à Paris. Tu crois, non? Ah, j'aurais peut-être dû rester à Fréjus. Non, j'aurais dû rester à Draguignan. Tu vois, c'est tous les endroits où j'ai vécu. Tu crois sincèrement, ouais? Non, dans la vie, il ne faut pas s'attacher à un lieu de vie, mes amis. Dans la vie, il faut aller là où la vie te mène. Quand la vie te dit de partir, tu dois partir. Quand la vie te dit, tiens, tu es bien ici, tu as du travail d'un coup, tu as trouvé une femme qui t'est tombée dans les bras, tu n'as rien demandé, c'est là qu'il faut que tu sois. C'est pas à Saint-Raphaël ou à Fréjus, ou à Ponto Combo. La vie, c'est que tu dois être là où on t'emmène, où on t'amène. Donc tous ceux qui me disent, moi je ne quitterai jamais la France, bah, vous êtes des connards. Parce que si ça se trouve, votre destinée, elle est en dehors du territoire français. Si ça se trouve, votre destin, il est ailleurs. Les gens qui me disent, moi, je trouve pas de femme là où je suis, Jim, casse-toi. Ça veut dire que t'es pas là où il faut. Parce que des femmes, il y en a tout le tour du ventre sur la planète. Il y en a 2 fois plus que d'hommes. Alors pour arriver à pas en trouver une, il faut quand même être sacrément balèze. Ah oui, mais Jim, j'arrive pas à trouver de femme parce que je suis pas beau, je suis moche. Parce que tu crois que les femmes, elles s'arrêtent à ça? Mais les femmes, elles couchent avec Jamel Debbouze. Les femmes, elles couchent avec Joe Star. Où est-ce que tu vois qu'ils sont beaux? Où tu vois qu'ils sont beaux? Bien. Même les footballeurs, ils ont des gonzesses. Kylian Mbappé, il est beau. Makelele, il était beau. Même ses parents l'ont appelé Makelele, parce que quand il est né, ils ont fait Makelele. Non, je déconne, je plaisante, ça, je rigole. Non, mais je veux dire, est-ce que Ribéry est beau? Non, mais est-ce que les femmes s'arrêtent à la beauté physique? Si vous croyez que les femmes vous choisissent par votre beauté physique, c'est que vous n'avez vraiment strictement rien compris aux femmes. Les femmes peuvent coucher avec Michel Petrucciani. Ce qui intéresse les femmes, c'est pas votre physique. C'est votre position sociale, votre talent éventuellement, et votre capacité à briller et à les rassurer. C'est tout. Elles en ont rien à foutre que vous soyez beau ou pas. Non mais, alors là, sur le sujet, c'est quand vous voulez. Et moi, j'ai été fiancé 6 fois. Et vous n'allez pas me la faire sur les femmes, moi je les connais par cœur. Et j'ai suffisamment vécu aussi avec des JO de Club Med, parce que si vous voulez connaître les femmes, il faut travailler au Club Med. Parce que vous allez comprendre les femmes si vous travaillez au Club Med, pas si vous êtes... Il faut travailler au Club Med pour comprendre les femmes. Bah chez la femme, il y a une... je vais le dire en anglais, il y a une bitch qui sommeille. Hein, chez toutes les femmes. Mais elles resteront avec le garçon sage. C'est-à-dire avec l'homme qui va les rassurer, qui va leur offrir la capacité de pouvoir faire un enfant, une famille, un foyer. Mais il y a quand même une bitch qui sommeille en toute femme. Hein, allez demander aux JO de Club Med, ils vont vous expliquer comment elles mettent le mari au lit avec les enfants, puis qu'après elles vont dire « Oh chérie, je vais danser encore un petit peu, hein. C'est les vacances, j'en profite. Hein. » Et lui il fait « Vas-y chérie, je suis fatigué de toute façon ce soir, je vais dormir, je reste avec les gosses. Vas-y, va danser, va. » Et elle, pendant ce temps-là, elle se tape les JO. Hein. Si vous croyez que ça n'arrive pas, c'est que vous n'avez jamais mis les pieds au Club Med et vous n'avez jamais parlé avec des JO. Hein, des GO, pardon. Bah, moi, j'ai côtoyé que des gens comme ça, je sais comment ça fonctionne. Hein. Vous me prenez pour un con ou quoi? Hein, non, mais moi, j'ai jamais été GO. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, je suis pas l'homme Les femmes de passage, les femmes d'un soir m'ont jamais intéressé. Ça m'intéresse absolument pas. Où est-ce qu'il est passé, mon... Ah, ben il est là. Ah oui, d'accord. Non, mais si t'as pas de femme, c'est parce que soit t'es trop con, soit t'es vraiment trop timide et tu manques d'assurance, soit t'es vraiment fauché, mon ami. Mais si demain, tu t'achètes un beau costard, tu vas chez un coiffeur, tu te fais une coupe assez pas dégueu, tu vois, bah, tu te fais un look, t'achètes 2-3 costards, quelques chemises, quelques frocs, 2-3 belles paires de pompes qui vont avec, tu mets un budget dans ton look, tu vois. Voilà. Tu t'habilles, tu te fais un look, tu sors, tu vas dans n'importe quel endroit où il y a de la gonzesse, tu mets une bouteille et t'invites 2-3 nanas à venir boire à ta table, tu vas les avoir. Hein. Et si tu les as pas en France, tu les auras à l'étranger. Hein.
Bah, tu vas en Thaïlande, tu vas n'importe où, dans n'importe quel pays émergent, tu vas en Afrique, tu vas au Sénégal. T'auras pas fini ta première bière que tu auras déjà une main dans le slip. Hein. Non mais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il n'y a pas plus simple que des femmes. Il n'y a pas plus facile que des femmes. C'est plus facile d'avoir des femmes dans son lit, tu vois, que d'avoir une chèvre qui va te donner du lait. Donc si tu veux, c'est plus facile. Donc, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas chez vous? Quand on vous dit, ouais, Jim, je suis malheureux, j'ai pas de nana. T'es malheureux parce que tu préfères rester vivre dans le trou du cul du monde, quelque part dans un village français, parce que tu comprends, tes parents sont morts là, t'as vécu là, tu veux pas partir de là, c'est tout. C'est parce que t'es le roi des cons. Mais si t'as vraiment envie de bouger ton cul, des gonzesses, tu vas en trouver les doigts dans le nez. Ne serait-ce qu'en Russie. Je rabaisse pas les femmes, elles sont comme ça. Elles sont comme ça. Il n'y a qu'en France que vous imaginez que vous n'êtes pas comme ça, mais vous êtes toutes les mêmes, sans aucune exception. Toutes. Vous êtes vénales jusqu'au dernier degré. C'est tout. J'ai quitté la France parce que je vivais en couple avec une Française qui me disait qu'elle n'était pas intéressée par l'argent. Elle avait remarqué que les femmes étaient vénales. Elle m'a dit, mais moi je ne suis pas comme ça. Moi, je suis autonome, j'ai un boulot, j'ai pas besoin de trouver un mec qui a de l'argent. Vous savez comment ça s'est fini? On est parti au Maroc. Elle a rencontré un patron français ici, qui lui a offert un train de vie avec bagnole, avec machin, avec appartement, bidule, et elle s'est barrée avec. Vous voulez me parler à moi de la vie avec les femmes? Vous croyez que c'est la seule qui m'a fait le coup? Je vous ai dit, j'ai été fiancé 6 fois. La 7e femme avec qui j'ai vécu, c'est ma femme, que j'ai épousée il y a 8 ans. Vous voulez, à moi, me donner des leçons? Vous êtes sérieux? Il y a des femmes qui veulent venir me parler, là? Non, je ne suis pas un être blessé, je suis un être qui a compris que les femmes ne fonctionnent pas comme nous. Elles ont un mode de fonctionnement qui n'est pas pire que le nôtre. Hein. C'est pas pire. Hein. Je ne suis pas en train de rabaisser les femmes, je suis en train de dire vous fonctionnez comme ça. Si vous ne le savez pas, c'est que vous êtes vraiment stupide. Mais les femmes sont toutes pareilles, elles fonctionnent sur le même fonctionnement. Alors, il y en a qui sont plus honnêtes que d'autres. Par exemple, les Asiatiques sont plus honnêtes. Elles sont plus honnêtes quand elles se marient avec quelqu'un, elles ne le trompent pas. Les Philippines, par exemple, sont chrétiennes, elles sont croyantes, elles croient au mariage. Quand elles jurent, par exemple, de ne jamais tromper, elles ne trompent pas. Moi, je vis avec une Philippine, ça fait 9 ans que je suis avec. Hein. Voilà, c'est la seule qui m'a jamais trompé. Hein. C'est tout. Mais c'est du vécu, tout ça. C'est pas... Et puis je vois ses copines, c'est pareil. Ses copines, c'est pareil. Elles vont pas en boîte pour se faire troncher. Hein. Elles vont à l'église le dimanche et elles essayent de trouver un mec qui va être sérieux. Elles sont absolument pas faites comme vous. Enfin, elles sont pas comme les occidentales, ça n'a rien à voir. Elles vivent comme les Françaises des années 60. À l'époque, elles étaient comme ça, les femmes, dans les années 40, 50, 60, elles étaient comme ça. Ma mère est d'une génération, elle est née en 42, quand elle avait, dans les années 60, ma mère, elle s'est trouvée un mec, elle n'a jamais trompé. Mon père. C'était la génération d'avant. Aujourd'hui, toutes les femmes ont un sextoy double vitesse pour se satisfaire les 2 trous. Et elles n'ont pas besoin d'hommes. Elles sont lesbiennes, elles essayent tout, elles se mettent en couple avec des gonzesses parce qu'elles n'ont pas besoin de se faire troncher par des mecs qui en plus vont leur mettre sur la gueule ou vont leur donner des ordres. Bon, je les comprends quelque part. Mais c'est la dégénérescence d'une civilisation. Quand il n'y a plus de couple, il n'y a plus de vie de couple, il n'y a plus de vie de famille, qu'on ne fait plus d'enfants, c'est la fin de la civilisation. Voilà. Et la fin de la génération, elle commence par quoi? Elle commence par la sursexualisation des femmes. Dès qu'on a sursexualisé les femmes et qu'on leur a dit à partir de maintenant, vous avez le droit de vous défoncer le trognon avec des sextoys, vous n'avez plus besoin d'avoir des hommes parce que vous allez avoir des orgasmes beaucoup plus facilement avec des vibros qu'avec une queue. Et là, je parle cru, hein. C'est ce qu'elles font. Hein. C'est ce qu'elles font. Arrêtez de me prendre pour un con, ça va. Oh, j'ai 60 ans. Hein. Faut pas me prendre pour un imbécile. Hein. J'ai des femmes j'ai vécu avec des femmes qui ont traversé le désert aussi sentimental, qui sont restées un an, 2 ans toutes seules, et qui m'ont raconté que pendant 1 an, 2 ans, elles se sont bien amusées avec leur double rabbit à double vitesse. Hein. Tu me prends pour un con ou quoi? Vous croyez quoi? Vous croyez que je sais pas? Et c'est normal. Je trouve ça normal. Oui, je trouve ça normal. Ce qui n'est pas normal, c'est de se contenter de ça tout le temps. Et de se retrouver à 50 ans en disant
Ah ben finalement, j'ai pas d'homme dans ma vie, j'ai pas d'enfant non plus, mais enfin j'ai bien profité. Hein. J'ai fait toutes les partouzes qui traînaient, j'ai eu 70 000 orgasmes, c'était génial, voilà, mais maintenant j'ai 50 ans, j'ai plus tellement envie, je suis plus très attiré, ma libido est en berne, je suis ménopausé, du coup je vis avec 3 chats. Tu crois que je le connais pas, le schéma classique de la femme occidentale qui finit avec ses chats? Mais c'est ce qui se passe. Toutes les femmes que je connais autour de moi qui ont plus de 50 ans vivent avec des chats. Hein. J'ai pas la haine du tout, mais je suis très heureux dans ma vie. Ah, ça vous fait chier ce que je dis là. Il y a des gens qui me traitent d'escroc. Je suis jaloux, machin. Eh, va traiter ta mère d'escroc, toi. Va traiter ta mère d'escroc, d'accord? Va traiter ta mère et ton père d'escroc. Garde tes insultes pour tes petits copains, d'accord? Mais ce que je vous dis, j'en ai rien à foutre. Eh, si ça vous apporte pas un plus, ce que je vous dis, quittez le live, allez ailleurs. Moi, ce que je vous dis là, c'est du vécu, c'est de la vérité pure et dure. Voilà, c'est du brut de décoffrage de Capricorne, parce que je suis Capricorne quelque part. Et si ça vous emmerde, bah, je suis très heureux. Tout ça, c'est du vécu, mes amis. Le jour où vous aurez le quart de mon vécu sentimental, vous pourrez commencer à venir la ramener. Vous n'avez pas le quart de mon vécu sentimental. Tout comme vous n'avez pas le quart de mon vécu artistique, tout comme vous n'avez pas le quart de mon vécu thérapeutique, tout comme vous n'avez pas le quart de mon vécu pathologique, tout comme vous n'avez pas le quart de mon vécu au niveau de la vie sociétale et du nombre de déménagements que j'ai fait dans ma vie. Moi, j'ai déménagé 40 fois quand même. Tu sais combien j'ai eu d'employeurs? J'en ai eu plus de 1000. Tu comprends? Donc, tu peux pas me considérer comme quelqu'un d'ordinaire. Je suis pas quelqu'un d'ordinaire, moi. Je suis quelqu'un qui a eu plusieurs vies dans une vie. Donc, si vous voulez, moi, je suis déjà quelqu'un qui aurait dû mourir il y a 20 ans. Donc, aujourd'hui, je suis un miraculé, moi. Voilà. Je me suis sorti de mes problèmes pathologiques grâce à une thérapeutique que j'ai ensuite apprise. Et aujourd'hui, c'est moi qui soigne les gens avec ma thérapeutique. Voilà. Moi, j'étais sur une chaise roulante il y a 20 ans. Aujourd'hui, je peux faire une compétition de tennis. J'ai plus du tout de douleur nulle part et je suis complètement soigné, guéri de tout ce que j'avais. Donc, moi, je suis quelqu'un qui a été régénéré, miraculé. Donc, si vous voulez, j'ai eu plusieurs vies en une vie. Vous pouvez pas me traiter comme quelqu'un d'ordinaire. J'ai eu plusieurs vies sentimentales. J'ai eu 7 vies de couple. Et tu peux pas venir me dire, il dit n'importe quoi, mais tu peux pas. Tu peux pas. J'ai pas eu ta vie, je suis pas quelqu'un d'ordinaire. Voilà. Et j'ai pas fini, hein, parce que j'ai pas tout à fait 60 balais, donc je suis pas encore mort. Donc il peut encore m'arriver des trucs. Hein. Parce que tu sais, même c'est pas parce que je suis avec ma femme depuis 9 ans que les choses sont immuables. Hein. Ma femme a 17 ans de moins, elle peut parfaitement avoir une crise de la cinquantaine et dire je me casse. Elle peut parfaitement me laisser aussi en avoir plein le cul de ma gueule, tu sais, c'est pas du tout impossible. Hein. Voilà. Bah, je le sais, hein, voilà, parce que je suis quelqu'un qui peut être assez fatigant à vivre au quotidien. Vous savez, les gens qui sont hyperactifs, qui passent des heures sur les réseaux sociaux, qui passent des heures à travailler avec ses patients et qui passent ensuite les heures à décortiquer l'information, pour une femme, il lui reste quand même peu de temps où je m'occupe d'elle. Hein. Donc, je comprends parfaitement que ma femme puisse un jour dire j'en ai plein le cul parce qu'au fait, finalement, on passe 1 heure ensemble dans la journée, quoi. C'est possible. Moi, il me faut une femme sage, intelligente, compréhensive, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que je suis un artiste, et que les artistes, que je suis compositeur, et quand je suis dans ma phase compositeur, ma phase composition musique, il ne faut pas me parler, hein. Je ne suis pas là. Hein. Tu sais, je suis en mode automatique quand je suis en mode composition. C'est-à-dire que tu rentres dans mon studio, je suis en train de jouer, je suis au casque, en train de mixer ou en train de composer un truc. Si ma femme me dit « tu viens manger dans 20 minutes », je lui dis oui, mais en fait, je ne sais absolument pas ce qu'elle m'a demandé. Et donc, 1 heure après, j'y suis toujours pas. Et au bout de 2 heures, elle vient m'engueuler parce que je suis pas venu à table. Mais je savais même pas qu'il fallait aller à la table. Parce que les artistes, c'est comme ça. Hein. Faut les respecter. Hein. Ils sont dans leur bulle, ils sont dans leur monde, et il faut pas les déranger. Hein. Alors, j'ai expliqué à ma femme, je lui ai dit, non, quand je suis comme ça, faut pas venir me parler. Tu peux éventuellement venir m'apporter une petite assiette, un verre d'eau, quelque chose, et puis tu me laisses. Mais il faut surtout pas me déranger, parce que quand un artiste est en mode composition, il est en mode médiumnique. Hein. C'est une transe, hein, la composition. Hein. T'es à l'écoute d'un monde supérieur, hein, la musique. Hein. Donc, faut pas déranger les artistes qui composent. Hein. Mais c'est pas de l'extrême, ça, mon coco. C'est parce que t'es pas artiste, tu comprends pas, tu sais pas. Moi, j'ai connu des artistes, même au moment où ils étaient pas en mode composition, tu pouvais même pas leur expliquer un truc. Ils sont complètement à l'ouest. Hein. Tu n'es pas un artiste, donc tu comprends pas. Tu peux pas comprendre. Les artistes, ils vivent sur une autre sphère. Et moi, j'ai appris à atterrir sur Terre. Parce que j'étais dans la Lune en permanence avant. J'ai appris à atterrir, j'ai appris à me matérialiser aussi mes désirs et mes objectifs, c'est-à-dire à m'ancrer, tu vois, et à dire oui, il va falloir de l'argent pour faire ça, tu vois.
Et j'ai mis du temps pour ça. J'ai mis 60 ans, moi, pour me matérialiser. Donc si tu veux, je sais très bien ce que c'est que de vivre dans des sphères où t'entends la musique des sphères. Hein. Et quand c'est comme ça, il ne faut pas que les femmes viennent te déranger. Hein. Donc il faut qu'une femme d'artiste doit être compréhensive. Tu crois que la femme d'Alain Souchon ou Laurent Voulzy viennent lui casser les couilles quand ils sont en train d'enregistrer un album? Mais non, non. Elles attendent qu'il ait terminé sa journée. Quand il dit « Allô chérie, voilà, on va manger au resto », ben, elles attendent. Hein. Et c'est comme ça. Hein. Alors une femme d'artiste, c'est pas simple. Et être la femme de Jim Leveilleur, c'est pas simple. Parce que je suis à la fois artiste, à la fois alerteur, à la fois chroniqueur, à la fois, oui, bah tiens, ça fait 2 heures que je suis en train de vous parler, bah ça, ma femme, elle est là, elle attend, là, tu vois. Voilà. Donc je vais être obligé de raccrocher parce que quand je suis en vacances, il faut que je passe du temps avec elle. Non, mais il faut que vous compreniez ça, les amis. Hein. Il y a des gens qui sont pas comme vous. Hein. Bah oui. Bien sûr que j'ai plusieurs casquettes, évidemment. Hein. Bon, allez, je vais vous laisser parce qu'il y a des gens qui vont vraiment penser que je suis totalement mégalo, parce que je parle que de moi là depuis tout à l'heure, et puis allez, moi je vous laisse. Ok? Puis j'ai trop chaud dans l'eau là, il faut que j'enlève mon t-shirt. C'est trop dur ici, vraiment. C'est vraiment trop dur, franchement, je vous assure. Cette piscine, elle est trop plate. Il manque des vagues, vous voyez? Il faudrait faire des vagues. Est-ce que quelqu'un veut venir faire des vagues pour que je puisse nager dans les vagues? Non, c'est trop chiant là. Allez, moi je vous laisse les gars. Merci beaucoup d'avoir écouté mes conneries pendant je sais pas combien de temps. Et puis ce soir il y aura un live spiritualité sur sommes-nous des instruments de Dieu ou pas. Allez, à ce soir les gars. Ce sera nocturne, hein, je vous préviens. Hier j'ai fait un live géopolitique, il était 3h du matin quand même. Ça sera nocturne, ça sera vers les minuit. D'accord? Allez, ciao à tous. Mais merci pour tout, vous avez été extraordinaires. Hein. Bravo pour ce que vous faites pour la jeunesse. Hein. Ah, vous avez été très nombreux à m'écrire. Ouais, mais Jim, tu parles d'un bot de trading, machin, qui te rapporte de l'argent. Bah oui. Moi, je vous ai toujours dit que je diversifiais mon portefeuille et que je mettais mon argent dans des trucs qui rapportaient à gauche, à droite. Et oui, je travaille avec un nouveau bot de trading depuis maintenant 7 mois qui m'a déjà remboursé ma mise et qui me rapporte tous les mois. Voilà. Alors, si vous êtes intéressé par ce bot de trading, je vous donnerai jamais le nom en public. J'ai promis que plus jamais je ne donnerai de nom en public de bot de trucs comme ça. Il y a toujours un risque hein, dans ces trucs-là, mais pour moi, ça marche. Alors, si jamais ça vous intéresse et que vous êtes joueur et que vous avez de l'argent, vous pouvez m'écrire à jimleveilleur@gmail.com pour me demander ce que c'est que ce truc. Si vous n'avez pas d'argent, vous n'écrivez pas, vous ne demandez rien du tout. Si les gens qui n'ont pas d'argent, vous ne misez pas dans ces trucs-là. Voilà, je vous l'interdis. Voilà, tout simplement. C'est tout. Donc jimleveilleur@gmail.com si ça vous intéresse. Sinon, bye bye. Et puis pour ceux qui veulent savoir ma thérapeutique et qui veulent éventuellement essayer en visio ma thérapeutique, parce que je soigne, je donne des rendez-vous en visio. Pour ceux qui veulent, vous m'écrivez à jimleveilleur@gmail.com, vous me dites je voudrais bien prendre un rendez-vous avec toi en visio parce que j'ai des problèmes intestinaux, urinaires, pulmonaires, je soigne tout. Ça vous va? Allez, ciao, à bientôt. Hein. Bye bye.